Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle. Qu'est-ce que le réseau MR21? C'est un lieu de réflexion lancé en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, tous engagés dans la RSE pour promouvoir des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages, d'éclairages, d'experts et d'événements comme ce soir. Notre dialogue se déroulera en 2 temps. Nous échangerons tout d'abord avec notre invité, puis dans la deuxième demi-heure, ce sera un échange avec les participants qui sont assez nombreux ce soir. Et vous pouvez d'ailleurs déjà poser vos questions sur le fil de discussion, ce qui nous permettra de sérier les questions qui parfois se rejoignent et pour faciliter la discussion. Réchauffement, acidification, écosystème détruit, surpêche, artificialisation des littoraux, la dégradation des océans est rapide et les chiffres donnent le tournis. Rien que pour le plastique, entre 5 et 13 millions de tonnes seraient déversées chaque année dans les océans. Malgré tout, la préservation des océans reste, chez les grandes entreprises, l'objectif de développement durable le moins pris en compte. La prise de conscience s'est faite sur le climat, pas encore réellement sur les milieux marins. Romain Troublé, la fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France. Vous avez un poste d'observatoire spécial à l'ONU sur les océans. Des recherches très pointues sur les écosystèmes marins ont pu être menées lors de vos expéditions scientifiques, symbolisées par la goélette Tara. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la biodiversité marine? En effet, c'est un concept assez flou finalement, on a du mal à se représenter, et nous dire ce qui l'affecte et est-ce qu'on doit être inquiet de son état? Alors, ça, c'est une vaste question. Merci, Sybille. Écoutez, bonsoir à tous. Effectivement, je m'occupe de Tara depuis 17 ans maintenant, depuis qu'on a lancé ce projet il y a pas toutes ces années. Et on parcourt la planète depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, à la rencontre des écosystèmes, surtout, et de cette biodiversité marine dont vous parlez. Alors, qu'est-ce que c'est la biodiversité marine? Bien sûr, ce qui nous vient à l'esprit d'abord, c'est les mammifères, les baleines, les dauphins, tout ce qui nous a fait rêver quand on était gamin. Quand on suivait Cousteau, par exemple, pour la génération qui est à peu près en ligne ce soir, là. On arrivait de ces images sous-marines qui étaient les premières qu'on n'avait jamais vues. Hein. On a cette idée d'espace foisonnant de vie. Effectivement, il y a beaucoup de vie. Dans la mer, c'est là qu'il y en a le plus d'ailleurs, hein, sur la planète. Donc, on connaît bien la biodiversité, c'est tout ça. C'est aussi les poissons. C'est aussi bien sûr, la pêche est impliquée du coup. C'est aussi tout ce qui est au fond de la mer, qu'on appelle le benthique, qui est posé sur le fond de la mer, que ce soit profond ou pas profond d'ailleurs. Donc, les coquillages, des micro-organismes qui sont là, des toiles de mer, enfin bref, tout ça. Et puis, il y a dans cette colonne d'eau, dans toute cette eau, en fait, qu'on ne voit pas, il y a une incroyable biomasse, biodiversité, une diversité de la vie incroyable, invisible pour la plupart. Et si on pesait toute la vie sur l'océan, si on pesait ce qu'il y avait dans l'océan, 90% de ce qui est pesé serait microscopique, invisible. Donc en fait, c'est une véritable soupe, un bouillon de culture, j'ai envie de vous dire gentiment. Quand on boit la tasse, on boit à peu près 100 millions d'organismes à peu près, donc par gorgée. Donc il y en a beaucoup. Ils sont bien sûr pour la plupart inertes pour l'homme, etc. Donc c'est pas un danger. N'empêche que tous ces écosystèmes marins, cette biodiversité, elle est maintenue par ce petit peuple des océans, que j'appelle ça le petit peuple, qu'on appelle le plancton, qui dérive et qui est constitué alors de virus. Il y en a beaucoup, qui ne sont pas des virus qui nous ciblent nous, mais qui ciblent d'autres organismes de la mer, par des bactéries, beaucoup de bactéries. Et la première espèce, si on peut dire espèce, en tout cas la première fois qu'on a vu la vie sur la planète, on imagine qu'au départ c'était une bactérie dans la mer. Et donc, c'est très, très présent, c'est indispensable à la vie sur la planète en général, et peut-être que j'en parlerai plus après. Il y a aussi des micro-algues qui font comme les arbres sur la planète, terre, sur les terres, c'est-à-dire que
Ces microalgues, elles sont vertes, elles ont de la chlorophylle, elles font de la photosynthèse, et donc elles produisent de l'oxygène et elles stockent du carbone en échange. Et elles le font de façon très importante, puisqu'une fois sur deux, aujourd'hui, quand on respire grâce à cet oxygène produit par ces écosystèmes marins, qui sont microscopiques, qui font quelques microns, et qui sont très abondantes partout dans l'océan. Et puis, il y a tous les organismes qui mangent tout ça, et qui mangent cette matière première, on appelle ça cette matière organique, et qui sont de petits animaux, petits insectes de la mer, hein, et qui sont eux-mêmes mangés par des poissons, etc. Donc, c'est vraiment cet écosystème microscopique qu'on ne voit pas, loin des yeux, loin du cœur, qui est à l'origine de beaucoup de services écosystémiques, on appelle ça. L'océan nous fait respirer, l'océan pour la moitié, l'océan nous fait stocke chaque jour un quart ou 40, entre un quart et 40% du CO2 émis chaque jour dans l'atmosphère. Il le stocke dans l'eau, puis finalement au fond des océans pour des millions d'années en fait. Aujourd'hui, quand on prélève du pétrole, ce n'est que du plancton finalement qui a sédimenté, s'est transformé au fil du temps, au fil des millions d'années. Donc c'est une matière fossile parce qu'au départ c'était vivant, c'était des micro-organismes. Et le charbon, par contre, c'est du bois. Okay, donc c'est deux choses différentes, mais c'est vraiment la vie à chaque fois qui a apporté ces ressources. Et finalement, qui a stocké l'énergie solaire pendant des millions d'années et qui l'a transformée en énergie fossile plus tard. En gros, si je vous fais rapidement si on raccourcit beaucoup le discours. Mais c'est un peu ça finalement. Le bilan énergétique, il est là. Et puis, bien sûr, après tout ça, tous les organismes qui. Alors pourquoi c'est important et quel est le problème? Vous avez énuméré beaucoup de problèmes au début de votre intervention, Sybille. Effectivement, la température, l'océan se réchauffe. Hein. Il est estimé que depuis 200 ans, 90% de la chaleur qu'on a émise dans l'atmosphère a été absorbée par l'océan. Il s'est réchauffé jusqu'à 800 mètres de profondeur. Pas beaucoup, hein, pas de 10 degrés, il n'est pas mis à bouillir, vous avez bien vu. Mais par contre, il prend 1 degré, 1 degré 5, 0,5 degré à 800 mètres de profondeur. C'est beaucoup d'énergie en fait. Hein, et ça perturbe beaucoup les écosystèmes, notamment beaucoup les bactéries qui sont très dépendantes de la température en général, sur Terre, mais aussi dans l'océan. Dans notre intestin aussi. Quand on a de la fièvre, c'est pas bon du tout pour la digestion parce que les bactéries, elles n'aiment pas du tout travailler dans notre intestin comme ça. Donc c'est vraiment vraiment ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'océan, c'est pas que des poissons qu'on surpêche par ailleurs. Ce n'est pas que des mammifères, c'est pas que des crabes, mais il y a aussi toute une vie qui est encore inconnue de l'humanité, et c'est ça qui est intéressant de protéger. Et les stress, j'ai déjà évoqué la température, il y a les stress de trop de CO2, qui rend l'océan plus acide. L'océan est aujourd'hui basique. Hein. L'océan est à 8,2 de pH. Je me souviens d'un cours de collège de 3e. L'océan est à pH de 8,2. Il devient plus acide. Ça ne va pas devenir acide, il va devenir plus acide. À la raison du fin du siècle. Pour l'instant, ce n'est pas très imminent. Mais du coup, il y a un impact sur tous ces organismes qui, vous savez, l'acide et puis le calcaire, ça ne s'aime pas trop. Hein. Et donc, beaucoup d'organismes dans la mer font leur coquille extérieure en calcaire. Et donc, ça ne va pas ensemble. Les deux, il va y avoir des adaptations qui vont intervenir. Et puis, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que de grandes zones d'océan perdent leur oxygène, en fait. La température augmente et l'océan se stratifie, il y a moins d'échanges verticaux, et du coup, l'oxygène reste en surface et ne descend pas dans la colonne d'eau, et donc ne vient pas alimenter les écosystèmes, les poissons. Du coup, il n'y a plus de vie, finalement. Dans cet océan qu'on a croisé plusieurs fois avec Tara, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Quelques bactéries qui traînent, mais il n'y a pas grand monde sinon. Donc voilà un peu tous les stress. Et donc, finalement, cet écosystème, cette biodiversité marine, elle est importante pour nous tous. On en dépend pour respirer, pour stocker du carbone, pour les protéines qu'on consomme pour la plupart d'entre nous de la mer. C'est majeur. Je lisais même que c'est la première source de protéines. Alors, je ne sais pas si c'est juste, la première source de protéines au monde, consommée dans le monde. Ah oui, en tonnage, c'est sûr. Ouais. En tonnage, c'est sûr. Et ce qui est intéressant aussi de comprendre, et ça, c'est aussi le message positif de cette histoire, c'est que tous ces micro-organismes dont j'ai parlé, tous les 15 jours quasiment, ils se renouvellent. C'est-à-dire qu'ils se multiplient, ils meurent, ils multiplient, ils meurent. Et donc, il y a une vitesse d'évolution, d'adaptation très, très forte dans l'océan, de cette partie de la mer,
qui fait que, effectivement, quand vous voyez un récif corallien détruit, par exemple, dans le Pacifique, on l'a déjà vu plusieurs fois avec Tara en 2016-2018, quand on a fait une mission de 2 ans là-bas, eh bien, 5 ou 6 ans plus tard, le récif redevient comme si c'était un passé, en fait. Donc, en fait, la nature revient. On dit que l'océan, en ce moment, c'est un mot très à la mode, résilience. L'océan est très résilient, en fait. Et donc, dès qu'on lâche une pression sur un écosystème, sur une aire marine protégée, un port-cros, par exemple, pas loin de Marseille, on voit très bien que la vie revient, que les poissons reviennent, que la biodiversité revient. Et donc, ça, c'est encourageant. Et c'est, à mon avis, un facteur clé d'engagement pour les entreprises, bien sûr, hein, dans la vie de tous les jours, les entreprises, mais aussi le politique qui, en l'espace de peut-être 2 mandats, peut avoir des résultats sur une décision qu'il a prise. Voilà, bah, c'était une bonne transition avec ma deuxième question sur un petit peu le rôle des entreprises. On l'a vu, donc il y a eu des études qui ont été faites. C'est une entreprise sur 7 qui prend en considération l'ODD 14 sur la vie aquatique. Alors, pourtant, elles sont assez concernées, à plus d'un titre, et je pense qu'elles ont un rôle majeur à jouer, mais elles ne savent pas toujours ni où ni comment. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi l'état de la biodiversité, justement, concerne les entreprises et comment elles peuvent agir concrètement? En fait, on a un enjeu majeur tous ensemble, hein, c'est que ces écosystèmes, cette biodiversité, elle rend des services incroyables, vitaux, hein, c'est vitaux en fait. Notre biodiversité intestinale, elle nous rend un service vital, c'est qu'elle transforme ce qu'on ingère en aliments disponibles pour notre corps pour vivre. Dans l'océan, il y a l'équivalent en fait de ces biodiversités qui transforment, consomment, recyclent tout un paquet de services vitaux finalement à l'équilibre planétaire. Donc, on dépend tous de cette biodiversité et c'est le sujet aujourd'hui qu'on a bien compris, les enjeux climatiques, le changement climatique, de réchauffement de la planète, de montée de la mer, ça on a tous à peu près bien compris. Par contre, l'impact de tout ça sur la biodiversité, c'est encore, un, très peu connu, et deux, les gens, on a du mal à comprendre en fait qu'est-ce qu'elle fait cette biodiversité pour nous tous les jours en fait. Et ben, elle nous fait beaucoup, elle est grandement responsable de tout ce que j'ai dit à l'instant, protéines, respiration, stockage de carbone, etc. Donc l'enjeu et l'échelle est tellement vaste, en fait, tellement grande en fait que ça implique tout le monde, y compris l'entreprise bien sûr. Il y a un chiffre qui est communément utilisé, c'est que chaque année on dépense les États de la planète, enfin on dépense 50 milliards de dollars chaque année pour protéger la biodiversité. Les 3 quarts sont financés par les États aujourd'hui. Hein, c'est des parcs naturels, c'est des programmes de recherche, c'est des aires marines protégées. C'est tous ces outils-là qui sont mis en place et qui sont maintenus. Et on estime qu'il faudrait 150 milliards de dollars chaque année pour protéger la biodiversité efficacement. Ça veut dire qu'en fait, il faut changer d'échelle et il faut que tout le monde s'implique dans la transition. La transition écologique dont tout le monde parle, c'est pas que pour faire plaisir pour le climat, c'est aussi sur la biodiversité que c'est un impact majeur. Donc voilà, donc je pense que ça c'est important. Et je suis d'accord avec vous que l'ODD 14 est très compliqué à appréhender en fait, parce que déjà les entreprises, il y en a une multitude de modèles différents, de chaînes de valeur différentes, très compliqué à généraliser quelque chose, de trouver. Quand on est effectivement pêcheur, on a un impact direct sur l'ODD 14. Quand on est transformateur de la pêche également, mais quand on fait des produits, c'est moins évident. Quand on produit de l'alimentaire terrestre, c'est moins évident. Et donc, c'est compliqué à faire comprendre les entreprises qu'elles ont un levier sur cet enjeu de l'océan, sur cette biodiversité, sur tout ça. Mais il y en a un, parce que il y en a un. Bon, on aime bien toujours en entreprise pouvoir mesurer, estimer l'impact qu'on a, mesurer pour pouvoir améliorer, pour pouvoir dire qu'on a progressé dans l'année suivante, en fait. Et c'est très compliqué de mesurer finalement le lien. C'est ça qui rend l'ODD 14 très singulier, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal à mesurer l'impact d'une entreprise, d'une chaîne de valeur, d'une activité professionnelle sur la biodiversité marine précisément. C'est quasiment impossible en fait. Il faut bien se le dire. Mais par contre, il y a des effets indirects. On a tous, l'entreprise, on consomme tous de l'eau. Beaucoup d'entreprises rejettent de l'eau dans l'écosystème, dans les bassins versants. Toute cette eau, bien sûr, elle va à la mer à la fin. Aujourd'hui, ce qu'on observe en mer, c'est un des stress qu'on observe en mer, c'est le plastique, on en voit beaucoup, ou des produits chimiques, c'est pareil. Ils viennent de la terre et ces produits chimiques, finalement, on voit bien qu'ils fuient de notre environnement, ils fuient de notre économie, en fait. Et donc, c'est
C'est comment, au niveau de l'entreprise, je peux me mobiliser pour mieux gérer mes flux et mes achats déjà, acheter correctement vis-à-vis de l'océan et gérer mes flux qui émanent de mon activité au jour le jour. Ça, c'est un sujet qui a in fine un impact sur la mer. Il y a eu des initiatives, c'est Alliance to End Plastic Waste. Je crois que c'est l'année dernière, il y a 2 ans, des multinationales qui ont créé cette alliance avec des fonds qui vont jusqu'à 1,5 milliard, je crois, sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'alliance, de coalition de grosses firmes, hein, parce que je crois qu'il y a Total, il y a Exxon, Shell, Suez. C'est important parce qu'il montre qu'il s'intéresse à un sujet, ça permet de parler de ce sujet, mais cette alliance, en l'occurrence dont vous parlez, ce n'est qu'un fléchage, une identification dans les comptes des dépenses de certains groupes pour lutter contre dans leur activité, en fait. Ce n'est pas, c'est rarement, et pas tous d'entre eux, hein, mais il y en a beaucoup, c'est déjà des choses qu'ils ont déjà, en fait, qu'ils ont revalorisées, retaguées sur ces genres de dépenses. Donc, c'est pas venu supporter les parcs marins, la protection, le nettoyage. C'est vraiment au sein de l'activité d'entreprise qu'ont été mobilisées ces choses-là. Et par contre, ça met sur le dessus de la scène le sujet de la pollution plastique, l'urgence d'en se préoccuper. Ça fait qu'on en parle, et plus on en parle, plus les gens comprennent l'enjeu, en fait, hein, tout simplement. Je crois que vous avez participé avec la Fondation de la mer, le cabinet BCG et des entreprises à la mise en œuvre d'un référentiel qui est disponible, hein, sur le site de la Fondation de la mer, justement pour que les entreprises puissent agir. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, hein? C'est une réflexion préliminaire, c'est vraiment débroussailler un peu comment… les ODD, c'est ça en fait, hein. Les ODD, c'est une liste c'est un programme de travail, c'est un canevas de réflexion sur tous les sujets de développement durable pour essayer d'aiguiller l'entreprise, de se dire qu'on va essayer de suivre les targets, les cibles, les fameuses cibles ODD, les sujets, comment améliorer le gender, etc., tous ces sujets d'égalité, etc., et aussi de biodiversité, de climat éthique. En fait, c'est vraiment un canevas de réflexion sur moi, mon entreprise, par rapport à ça, comment je me positionne, est-ce que je peux faire quelque chose, etc. Sur la mer, ce qu'on a essayé de faire avec la Fondation de la mer et le BCG, c'est d'essayer de détailler encore un peu plus cet aspect de l'ODD 14 et de trouver dans les activités logistiques, chaînes de valeur, etc., des entreprises, comment on peut trouver des choses où il y a un intérêt, où il y a un impact sur la mer. C'est juste une explication plus poussée un peu de ce qui a été fait par l'ONU. Mais c'est une feuille de route, en fait, hein. Ce n'est pas un mode d'emploi, c'est pour faire réfléchir. D'accord. Et donc, pour revenir sur la Fondation Tara Océan, c'est vrai que vous avez un mode de fonctionnement très particulier. Vous alliez vraiment privé et public. Vous avez des longues années d'expérience de partenariat avec les entreprises. Quelles sont pour vous les recettes d'un partenariat réussi? Alors, c'est une bonne question, parce que des partenariats, il y en a plein. Il y a autant de partenariats différents que d'entreprises qui on travaille. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est ça qui, d'ailleurs, le rend très intéressant, en fait. C'est la réflexion, parce qu'en fait, in fine, nous, on apporte autant à l'entreprise que l'entreprise nous apporte, quasiment, dans les échanges, dans les problématiques, dans la compréhension des enjeux, de ce que ça veut dire de changer une chaîne de production. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve que l'échange est vraiment au cœur de ce partenariat, et c'est ça qu'il faut d'abord travailler, sur se comprendre ses enjeux, comprendre comment on peut nous contribuer avec déjà notre savoir-faire de la Fondation Tara, mais aussi le savoir-faire de tous les scientifiques avec qui on travaille dans le monde et en France, qui ont des spécialités, on a une vision un peu assez intéressante de ce qui se fait, de qui est capable de comprendre, de répondre à quel problème, c'est peut-être problématique d'une entreprise ou d'une autre. Ça, c'est intéressant, mais c'est au cas par cas. Et en fait, il faut essayer de comprendre comment le partenariat peut améliorer le day-to-day business de l'entreprise. Comment les échanges qu'on va pouvoir avoir vont essayer d'améliorer, je ne sais pas, moi, ça dépend de quelle entreprise on parle. À chaque fois, c'est très compliqué de généraliser. Mais
Mais est-ce que c'est une boîte entreprise qui produit des choses? Et donc, dans la production, il y a toute une chaîne de flux. Comment on améliore ces flux? Comment on change de matériaux? Est-ce que c'est possible de le faire? Comment une entreprise aussi essaie de mesurer l'impact de ces produits qu'elle produit sur l'écosystème marin? Ça, on le fait aussi. C'est-à-dire que l'entreprise pense qu'on trouve des objets, certains de leurs produits vont à la mer, par exemple des bouteilles plastiques, et dit quel est l'impact de ces bouteilles finalement sur ces écosystèmes, sur la biodiversité. Moi, j'ai croisé des Japonais qui m'ont dit, bon, l'océan est pollué, mais alors ça change quoi? Quel est l'impact en fait? Et quand je lui ai commencé à lui dire, bah, potentiellement, c'est un impact sur le poisson en fait que vous mangez, donc il y a un sujet. Ah, et donc vous n'avez pas compris le lien entre tout ça. Donc c'était intéressant de voir ça. Et donc, par exemple, vous utilisez des matériaux dans votre industrie, et on a des partenaires comme ça, on teste un peu quel est l'impact toxicologique de ces matériaux sur l'écosystème, sur des bactéries, sur des qu'on trouve en mer, sur des écosystèmes marins dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est très concret. C'est de la R&D, c'est confidentiel, bien sûr. C'est entre le CNRS et le laboratoire CNRS qui en travaille et l'entreprise directement. Mais on accompagne tout ça dans la réflexion globale, en fait, qui peut aller sur ça, qui va aussi sur par rapport même des nouveaux matériaux, éventuellement, à tester. On a aussi eu beaucoup de réflexions sur comment, quelque part, comment circulariser mon business, en fait. Comment je produis des choses, c'est consommé, à la fin, ça finit quelque part, je ne sais pas où. Comment j'essaie de comprendre où ça finit. Donc, c'est des questionnaires après de leurs parties prenantes, leurs clients, etc. Et in fine, comment je pourrais récupérer ces vieux objets que j'ai produits au départ pour les remettre dans mon usine et en refaire d'autres avec. Et donc, c'est des réflexions qui impliquent pas que la mer, là. On est loin de la biodiversité marine, mais on est sur les enjeux d'économie circulaire. Et on est très présent là-dessus, puisqu'on passe notre temps, nous, à essayer de convaincre le politique d'être ambitieux sur ces enjeux de plastique dans la loi, dans l'économie circulaire, dans le pacte emballage, qui sont très techniques français aujourd'hui, mais on va jusque là. Mais il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que pour que ça marche, il faut que la gouvernance soit impliquée. C'est-à-dire que ça ne marche pas si c'est seulement le directeur de RSE d'une entreprise qui veut faire. Déjà, lui, il arrive à faire beaucoup. Déjà, quand il veut, il peut faire beaucoup de choses à son niveau. Mais si on veut être ambitieux, si on veut que ça rentre dans le business davantage, il faut que ça soit porté par le management de l'entreprise, par les fondateurs, par les actionnaires. Donc ça demande beaucoup de pédagogie et de compréhension des enjeux, en fait, hein, à court, moyen et long terme. Et comment vous choisissez vos entreprises mécènes? Alors, vous nous avez dit que c'était très particulier. Chaque mécène, c'est particulier, hein, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a des... Voilà, on rejoint finalement l'ODD 17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs. Bien sûr. Comment vous faites? On peut pas, comme je disais tout à l'heure, on peut pas... L'enjeu climatique, biodiversité est tel on doit être à l'échelle, et pour être à l'échelle, il faut impliquer l'entreprise. De A à Z. Il faut que dans notre vie de tous les jours, on soit impliqué, citoyen, mais dans notre vie de salarié ou d'entrepreneur, il faut qu'on le soit aussi. Et dans notre vie de votant, on le soit aussi. Je ne vous dis pas de voter écolo, je vous dis de voter avec des critères un peu sur ces enjeux de développement durable et d'enjeux du siècle, en fait, hein, simplement. Et donc, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est très compliqué. Hein. On s'est beaucoup posé la question de savoir si on devait bosser avec une agence comme Deloitte pour essayer de faire mettre en place ou BCG pour essayer de mettre en place une grille d'évaluation. Et en fait, ce qui compte, c'est la sincérité de la démarche. Évaluer la sincérité de la démarche de l'entreprise. Parce qu'en fait, il faut se mettre en route. Et c'est cette mise en route qu'on essaie à chaque fois avec les équipes de la Fondation, qu'on essaie d'estimer, en fait. Si cette sincérité de la démarche, elle est là, elle est présente, il y a des moyens mis en place, il y a des risques pris par l'entreprise sur son business pour aller changer un peu son modèle. Ou si c'est une histoire de communication, auquel cas on n'ira pas parce que sur Tara, on est engagé avec la recherche fondamentale, on a une crédibilité qui tient aussi à ça. Donc on est très regardant sur la sincérité de cette démarche. C'est très subjectif ce que je vous dis là, mais c'est une histoire comme dans tout deal et tout business, c'est une histoire de confiance entre deux personnes. Et on en revient toujours à ça, en fait. Hein. Je crois que vous avez tous vécu ça dans votre vie de tous les jours. In fine, clients et fournisseurs, ça reste une histoire de confiance.
Les Nations Unies ont proclamé la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Je crois qu'on peut difficilement faire plus compliqué comme formulation. Ah ouais, Euh, c'est spécial de l'ONU, ça. C'est spécialiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les entreprises justement pour un petit peu plus être En tout cas, partie prenante sur l'ODD 14? ça va structurer des démarches d'État, des programmes assez d'ampleur importante. Ça va donner de la visibilité pendant 10 ans en fait, à l'océan. Et du coup, ça peut entraîner des entreprises et des fondations d'ailleurs dans l'idée de contribuer à cet effort humaniste, j'ai envie de dire. Parce que là, on parle vraiment là, c'est l'humanité qui est en jeu, c'est plus des enjeux de connaissance. Hein. Vous savez, on a récolté 100 000 échantillons de la mer avec Tara depuis 10 ans. Et plus de 50% de ces échantillons, on trouve des espèces dedans, on ne les connaît pas. Donc, on découvre tout le temps des espèces. Ce qu'on fait sur Mars en ce moment avec la NASA, là, ils cherchent des bactéries sur Mars. Nous, on en trouve encore des bactéries sur la planète encore inconnues. Donc, on a beaucoup de chemin à faire et beaucoup de progrès mesurables rapidement, en fait. Il y a beaucoup de choses à comprendre et ça peut être le payback de découvrir des choses dans l'océan, de découvrir des mécanismes, découvrir des choses importantes, il est très fort, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant et je crois aussi, la biodiversité marine, ça parle quand même peut-être plus, je ne sais pas, biodiversité en général. Euh, c'est important pour les clients, pour les recrutements aussi. De plus en plus, ça va le devenir. Je ne sais pas comment tous les gens qui sont autour de la table le ressentent, hein, mais de plus en plus, les recrutements, les gens veulent savoir ce que fait l'entreprise pour le bien commun, pour l'intérêt général un peu, quel est le sens de tout ça. Les jeunes, ils demandent ça, en tout cas, moi, je l'ai vu autour de moi. Les clients vont finir par le demander, parce que ces jeunes-là sont les clients de demain. Et donc, il y a aussi un intérêt à se mettre dans cette dynamique-là. C'est parce qu'il y a un intérêt de business, tout simplement, de pouvoir avoir demain un business qui continue à prospérer dans un monde en transition, quoi. Donc, il faut se mettre en route. Je pense que c'est aussi une vision importante de la chose. Mais nous, on accompagne l'entreprise sur plein de facettes, mais on n'est pas un bureau d'expertise, on n'est pas un bureau de consultant. On n'est pas là pour mettre en place dans l'entreprise. On est là pour aiguiller un peu la réflexion, en échange de mécénat, bien sûr. On a plein de PME qui, d'ailleurs, qui nous contactent en disant bah, mes salariés, on a 50 salariés, mes salariés, ils veulent qu'on fasse quelque chose pour la planète et ils ont choisi de la biodiversité marine, ils ont choisi Tara pour vous soutenir dans vos actions. Ça leur donne du sens à leur job et ils font partie de l'aventure, en fait. Ça, c'est intéressant de commencer à voir ça arriver. On en a 4 ou 5 qui sont déjà venus vers nous comme ça. Ça émerge, quoi. Ça me donne une bonne transition vers une première question, parce que là, les questions s'accumulent, donc on va passer aux questions si vous voulez bien. Ah ouais, donc justement, sur les entreprises, c'est très intéressant ce que vous dites sur les collaborateurs qui veulent s'engager, c'est vraiment, ça fait du bien à entendre. Question de Marine Champon, quel type d'entreprise s'engage avec vous? Pour quelles raisons et sous quelle forme? Ben, c'est très varié, en fait, en taille d'entreprise et en nationalité, déjà. C'est varié et les mécénats sont variés en montant aussi et en application. Vous avez de la PME qui veut contribuer en mécénat à l'effort que fait Tara sur la compréhension de ces écosystèmes et comprendre un peu comment mieux protéger cette biodiversité. Et, qui font des dons défiscalisés, voilà, avec leur entreprise. Et puis ils embarquent un peu leurs collaborateurs là-dedans. C'est aussi un moyen aussi de faire de la formation, parce qu'on peut intervenir auprès de ces gens, de cette équipe, on peut expliquer ces enjeux comme je vous le fais en ce moment. Ça. Il y a aussi des entreprises qui font des produits partage sur certains produits qu'on accepte. Parce qu'encore une fois, il y a une certaine de démarche derrière, même si ce n'est pas parfait, parce que ça prend du temps d'être parfait. Hein. Bon, ça prend toute une vie, peut-être. Et donc, c'est toujours pareil, c'est de partager. Et puis, parfois, il y a carrément du mécénat, hein, de fondation d'entreprise. Ça, c'est très classique. Auquel cas, c'est vraiment une action d'intérêt général, bien commun. Il n'y a pas de relation entre
le business de cette entreprise qui a une fondation et ce que fait Tara à bord. C'est le cas de la fondation Veolia, pour donner un exemple, la fondation EDF, et puis les entreprises qui nous rejoignent complètement de façon directement par l'entreprise, en mécénat important, et qu'on accompagne dans davantage dans leur chaîne de valeur et dans leur activité, que ce soit L'Oréal, Biotherm ou quelque chose comme des gens comme BIC. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis, il y a aussi des entreprises qui font beaucoup de pro bono, qui nous mettent à disposition des ingénieurs, des informaticiens, on a besoin de beaucoup de savoir-faire sur les missions de Tara, souvent assez innovantes. Et donc, Altran, par exemple, nous met à disposition 4, 5, 6 personnes par an, quasiment, pour aider la fondation à faire ce qu'elle a à faire dans tous ces domaines. Mais on n'a que 22 salariés aujourd'hui, ces petites PME, Tara. Ah. Mais le budget aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 3,5 millions d'euros, 4 millions d'euros par an. Alors, j'ai une question sur le rôle du transport maritime. On en a beaucoup parlé pour un certain canal la semaine dernière. Donc, quel est le rôle du transport maritime dans ces enjeux et quelles recommandations feriez-vous? Le transport maritime, c'est très efficace. Hein. Ça transporte 90% des biens de consommation de la planète et ça n'émet que 2,5%, je crois, du gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, au tonnage, c'est très efficace. Hein. C'est indéniable. Il a fait des progrès. Il y a beaucoup moins de naufrages aujourd'hui qu'il y en avait il y a une dizaine d'années. Il y a à peu près un naufrage tous les 3 jours dans le monde aujourd'hui. Hein. Donc, un naufrage à chaque fois, c'est avec des pertes de carburant, souvent. On l'a vu récemment à l'île Maurice, on a un souvenir de l'Erika, on se souvient de John Valdez, on se souvient des catastrophes comme ça. Ça, c'est un secteur qui bouge quand même pas mal, qui voit bien qu'il n'a pas le choix aussi de bouger, hein, parce que la demande est là, parce que les enjeux climatiques sont là. Il y a eu beaucoup de travaux faits sur les ballasts. Les bateaux ballastent dans un port, donc prennent de l'eau dans un port, et puis traversent la planète, et puis arrivent, déversent l'eau qu'ils ont pris dans le port d'avant. Et souvent, les organismes encore vivants et qui sont pas du tout là où ils sont arrivés. Donc, c'est un problème d'invasion d'espèces d'espèces invasives. Donc voilà, donc il y a un rôle à améliorer la réglementation, il y a un rôle à consommer plus efficace l'enjeu plus efficace à la fois sur la consommation de gaz à effet de serre, sur la pollution atmosphérique, sur la sécurité des bateaux et des formations des équipages, ça c'est évident. Après, sur la biodiversité marine en tant que telle, tout ça dont j'ai expliqué là, c'est le bruit. Il y a un enjeu sur le bruit aujourd'hui, pas mal d'ONG qui s'intéressent à ça, de scientifiques aussi qui s'intéressent à l'impact du bruit sur les écosystèmes, et beaucoup ont été très surpris de voir ce qui s'est passé au dernier confinement, où il n'y avait plus de bruit d'un seul coup pendant 2 mois. Et où on a vu revenir tout un paquet de mammifères, d'espèces près du littoral, en fait. On voit bien qu'il y a une relation entre le bruit et puis la répartition des espèces sur la planète. Tout à fait. Mais voilà, après, pendant très longtemps, les bateaux mettaient leur poubelle à la mer, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on pensait que la mer était tellement énorme à l'échelle d'un humain qu'on pouvait tout y jeter, tout y prendre, sans trop se poser de questions. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des limites. On les touche, les limites, de façon très forte, hein, genre, en ce moment. Oui, un peu comme la finitude de la Terre, la finitude de l'océan. Ouais. Et l'infini de Pareil, et notre c'est pas grand. consommation. Hein. Si je vous montre une vue relative de la taille de la planète et de la taille de l'océan, vous allez être très, très surpris. C'est très petit, l'océan. Toute l'eau de la planète tient dans une sphère qui a pour diamètre la distance nord-sud de la France. Vous voyez? Vous mettez une sphère sur la France, une sphère, toute l'eau de la planète tient là-dedans. Donc, c'est pas gigantesque, en fait, par rapport à la taille de la planète. C'est une fine couche d'eau qui couvre sur 2-3 km cette planète qui fait 20 000 km de diamètre. Quand on est sur la plage et qu'on regarde l'horizon, on n'a pas cette impression, en fait. Ben non, on a cru mais d'ailleurs, c'est le problème de l'océan, hein, c'est qu'on a longtemps cru qu'on pouvait tout y prendre, tout y jeter sans trop avoir de problème. On pensait que c'était infini, en fait. C'est vrai que ça perd de vue. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit sur la pêche, et la pêche, à la fois la pêche pirate, mais aussi la pêche industrielle, on a des sujets de trop de pêche, en fait.
Oui, alors il y a une question de Delphine justement sur la surpêche. Est-ce que Tara mène des projets à ce sujet? Dans quelle mesure les grandes entreprises de pêche s'impliquent dans la réduction de leurs impacts, au-delà des labels? Alors, les grandes entreprises de prêche, il y en a très peu en France. Il y en a beaucoup, beaucoup en Chine, au Japon, en Corée et en Espagne. Et donc, il y a de tout dans la pêche. Il y a des gens, il y a des petits pêcheurs paysans, paysans de la mer, j'ai envie de vous dire, et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, euh, qui subsistent qui pêchent ce qu'ils ont besoin dans la journée pour le vendre à leur étal. Il y a les pêcheurs industriels qui pêchent bien, il y en a, et il y en a qui font absolument n'importe quoi. Et il y en a beaucoup. Et donc, et ceux-là, en général, ne sont pas des pavillons dans les pays où on régule tout bien correctement, hein. Avec- il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets sur les quotas aujourd'hui. Les quotas sont déterminés à partir de ce que déclarent les pêcheurs prendre. Donc, en fait, au départ, la data n'est pas forcément très objective parce qu'en fait, ça se base sur ce que les pêcheurs ont pêché l'année d'avant. Donc, ça, Mhm. si on augmente on augmente le nombre de bateaux, on va pêcher plus, on va croire qu'il y a plus de poissons, mais en fait, c'est parce qu'on a fait on a plus de bateaux pour le faire. Donc, c'est pas simple Donc, nous, on travaille pas sur la pêche directement, mais on travaille, on essaie de comprendre comment, finalement, ce poisson, il mange des organismes plus petits que lui, et comment on peut mesurer l'état d'un écosystème en regardant ce qu'il mange, justement. En faisant des modèles basés sur sur les poissons ont besoin pour se développer. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Voilà, c'est un boulot qui a commencé il y a 4 ans, qui va encore durer 4-5 ans. Et on essaie d'apporter de l'objectivité en fait, dans ces quotas de pêche, avec des données scientifiques mesurées et pas des données prises sur déclaratives du monde de la pêche. Et on a navigué, il n'y a pas plus tard que 2 mois, on a navigué vers le sud, vers la Patagonie, et on est au large de l'Argentine, et en une nuit, on a croisé 150 bateaux de pêche de 70 mètres de long sur l'équivalent de 60 km par 3 km de large, un rectangle, et ils pêchaient tous la même chose. Et ce genre de pêche-là, il faut qu'on arrive à la stopper parce qu'en fait, ils sont en train de vider l'océan de sa ressource, quoi. Et bien sûr qu'il faut pêcher. Je suis pas contre, je suis pas en train de vous dire qu'il faut plus manger de poisson, mais il faut manger avec modération, comme on dit. J'ai une question de Audrey. Vous développez une approche scientifique et vous accueillez des artistes à bord de la goélette. Que pensez-vous de l'hybridation des expertises? Travaillez-vous aussi C'est avec génial. d'autres types de connaissances, par exemple savoir indigène, etc. Pensez-vous que cette hybridation soit nécessaire pour faire vraiment changer les comportements en matière de développement durable? J'adorerais avoir sur Tara emmené la réponse, elle est oui. La colonisation, je pense que c'est décloisonner notre société, notre façon de penser, c'est essentiel. Et on le voit à bord. Alors, à bord, entre des artistes et des scientifiques, c'est un peu les mêmes loustiques, hein, les deux populations, hein. Ils ont tous un peu les mêmes idées de penser à côté, un peu, comme on dit, comme disait Einstein. Penser un peu à côté des dogmes. Donc, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien sur les concepts aussi. Parce que le scientifique passe son temps à conceptualiser des problèmes. Et là, les artistes, ça marche bien. Mais moi, j'adorerais emmener sur Tara en expédition avec les scientifiques des patrons de pêche, des patrons de grosses entreprises de pêche, des patrons qui ont pas bien compris l'impact qu'ils avaient dans leur activité sur les écosystèmes en général, pas forcément marins d'ailleurs. Parce que quand on met le doigt dedans, quand on met les mains dedans, comme nous, on a les mains dedans toute la journée, tous les jours de l'année depuis 17 ans, on se rend compte de beaucoup de choses en fait. On le voit en fait. On voit le plastique qu'on pêche, on voit plein de choses en fait. On voit les produits chimiques, on voit plein de choses. L'intelligence collective et l'utilisation, c'est pas facile à mettre en place, mais je crois que c'est très bénéfique pour l'entreprise, pour le modèle de l'entreprise. On a parlé de la pêche, on a parlé du transport maritime. En fait, y a-t-il un secteur en particulier qui doit évoluer en urgence pour réduire la pression sur les océans? Il y a un secteur en particulier. Il y a le secteur
Aujourd'hui, la pression que tout le monde a compris, tout le monde comprend de plus en plus, c'est la pression de pollution de plastique. Et les produits qu'on met sur le marché, tout ce qui est les emballages à usage unique, ça, c'est un sujet urgent. Maintenant, si vous demandez à un scientifique, et c'est quoi l'impact de ce plastique sur les écosystèmes? Est-ce que ça empêche les poissons de manger? Est-ce que ça tue? Il n'aura pas la réponse parce qu'ils ont commencé à travailler là-dessus il y a 5 ou 6 ans, en fait, seulement. On a pris conscience de ce problème il y a 7 ans. C'est-à-dire que on est au tout début de la connaissance de ces enjeux-là. Et donc, ils n'ont pas la réponse à tout, malheureusement. Mais il faut faire jouer cette espèce de principe de précaution, qui n'est pas facile toujours à appliquer et à faire comprendre. Et faire comprendre que c'est l'affaire de tous, cette histoire, quoi. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont un impact direct sur l'océan? Les entreprises de pêche, évidemment, sur les stocks. On en a parlé déjà, mais évidemment, laisser un peu une chance aux poissons, quoi. C'est pas facile, hein, parce qu'on a des outils maintenant pour voir où ils sont. C'est assez impressionnant. Et puis voilà. Et encore une fois, et on revient toujours au même endroit, c'est-à-dire que la pollution la plus importante de l'océan, le bouleversement le plus fort des écosystèmes, c'est la température. Et la température, c'est l'accord de Paris, c'est la neutralité carbone à 2050, c'est des transitions qui sont lourdes, et qui, si on veut y arriver, il faut s'y mettre rapidement, quoi. On n'a que 30 ans pour y aller, quoi. Et que 30 ans, ça paraît beaucoup, mais pour changer des modèles, changer des habitudes des gens, c'est pas beaucoup. Justement, ce que vous disiez sur le plastique, il y a une question de Laure là-dessus. Est-ce que vous pensez que les politiques, moins de plastique, il y a eu la directive européenne il y a maintenant 3 ans, il y a quand même pas mal de pays qui interdisent le plastique. Est-ce qu'on voit déjà des résultats sur la quantité de plastique dans les océans? C'est pas mesuré. Ça n'a jamais été mesuré, en fait, hein. Quand on vous dit on estime à 5 millions, 12 millions de tonnes de plastique déversées dans la mer chaque année, c'est une estimation statistique, en fait. C'est qu'on a estimé les volumes de produits, a été estimé par les scientifiques aussi l'efficacité d'équipements et d'infrastructures pour traiter ces déchets, et a été estimé qu'il y en avait X% qui finissaient à la mer, dans les bassins versants. Donc on n'a jamais mesuré, en fait, hein. Et c'est pour ça qu'on a fait une mission avec Tara en 2019 sur 10 fleuves européens, pour remonter et voir ce qui sort des fleuves. C'est pour avoir une première idée de quoi on parle, en fait, hein, parce qu'on n'a pas trop d'idées de ce qui sort, en fait. Pas trop mesuré, en fait, jusqu'à maintenant. Donc oui, les politiques, ça bouge. Oui, il y a des vraies questions qui sont posées par les industriels, parce qu'ils certains qui sont très consommateurs se rendent bien compte que leurs clients dans 5 ou 10 ans n'auront pas les mêmes façons d'acheter que nous, leurs clients d'aujourd'hui. Et donc, comment ils s'y préparent? Donc, il y a des vraies réflexions profondes, hein, et il y en a certaines entreprises qui mettent des millions et des milliards sur la table pour s'adapter et pour préparer cette future consommation. Ça bouge quand même. Il y a un pacte en France qui vaut ce qu'il vaut, mais il y a un dialogue entre distributeurs, metteurs sur le marché et puis les ONG, dont on fait partie, nous, avec le WWF. C'est très technique tout de suite, c'est archi technique. Ça va dans les formules des plastiques, etc. Donc c'est très, très dur, hein, tout ça. Moi, je crois qu'il y a vraiment un espoir, et on est en train d'évoquer un traité international sur le plastique, comme on a eu un traité international sur les gaz fluorés, sur l'ozone, hein. Quand on était gamin, on avait un problème d'ozone. Moi, j'ai ça en tête, hein. Un trou d'ozone. Oui. Et bon, c'est différent l'ozone parce que c'est quelques producteurs, c'est un gaz, c'est le même gaz pour tous. Et il y a une solution de remplacement très peu coûteuse qui a permis de tout changer en 10-15 ans. Là, sur le plastique, on est sur 22 résines, 22 résines, et certaines toxiques déjà en tant que résine, hein, qu'il faut qu'on arrête. Ça va être le sujet de traité international, ça. Et puis surtout, il y a à peu près 2000 produits chimiques qu'on appelle des plastifiants, qui rendent ce plastique plus dur, plus mou, coloré, etc., ou anti-feu, par exemple, qui, elles, par contre, sont toxiques pour beaucoup. Et même si elles sont dans REACH, ça passe à travers REACH, un toxique. Et surtout, toutes ces molécules empêchent le recyclage à grande échelle, en fait. Parce que chaque plastique qui a une molécule différente de l'autre ne va pas pouvoir être recyclé dans le même processus. Donc, on n'arrive pas si on ne change rien à ça,
on n'arrivera jamais à massifier en fait les gisements et à faire qu'une économie circulaire soit rentable. Mais on y va, doucement, pas assez vite comme toujours, mais il faut voir le verre à moitié plein, toujours. Surtout dans le job qu'on fait chez Tara. Alors, une question de Valérie et Alex sur les fermes éoliennes en mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vaste débat. Ça a permis quand même au Danemark d'être neutre en carbone, hein, cette histoire d'éoliennes en mer. Alors, il y a quelques sujets sur le bruit que ça peut faire et comment ça peut déranger les écosystèmes. Et là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'études très valables sur ce sujet. Donc, ce n'est pas encore très clair. Donc, on pourrait mettre le principe de précaution en jeu. Et en même temps, on voit bien qu'on a un problème de gaz à effet de serre. Donc, lequel est le plus important? C'est un arbitrage il faut que le politique fasse. Voilà, par contre, on n'en veut pas de l'éolienne dans nos campagnes parce que c'est pas beau, parce que encore que moi, mes enfants, ils adorent les éoliennes, ils trouvent ça très beau, très esthétique, très graphique dans la campagne. C'est pour ça que les générations passent et en fait la perception des choses change et donc il ne faut pas non plus faut toujours rester un peu ouvert. Je crois que c'est important. Et voilà, non, écoutez, c'est une source d'énergie qui doit entrer dans le mix énergétique, c'est évident. Si on veut se passer à la fois des énergies fossiles et moins dépendre du nucléaire. Alors, la Fondation Tara fait partie de la IC Alliance. Quelles sont les actions concrètes que vous menez avec eux? Y a-t-il des initiatives françaises ou européennes qui visent spécifiquement la haute mer? Alors, nous, on est IC Alliance, on est le seul, je crois, le seul partenaire européen, en tout cas français, c'est sûr, mais européen aussi, je crois, depuis très longtemps, depuis 10 ans, je crois, depuis que ça a été lancé. Et parce qu'en fait, avec Tara, on a échantillonné beaucoup en haute mer. Plus de la moitié des échantillons qu'on a collectés sont été collectés en haute mer. En fait, on a une visibilité très forte de la haute mer. Et aussi, ce qu'on a échantillonné, nous, c'est les gènes. Chez Tara, on a cette particularité d'avoir fait venir dans l'océanographie très tôt, parmi les premiers, la technologie de la génomique, de l'ADN, etc. Et donc, on a une collection de gènes incroyable. Et donc, on a une compréhension de cet enjeu des ressources génétiques marines, qui est un des enjeux clés de cette négociation internationale sur la haute mer, pour sa protection et surtout pour continuer à ce qu'on puisse faire de la recherche, parce qu'en fait, on n'y connaît rien du tout ça. Hein. Il y a des gènes, 90% des molécules qu'on a trouvées dans la mer sont inconnues de l'humanité. On ne sait pas à quoi elles servent, à quoi elles sont actives, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'on peut en faire demain, aucune idée. Donc, il y a là quand même une richesse incroyable qu'il faut continuer à protéger et en même temps à pouvoir étudier. Et si on ferme l'accès à la haute mer, on va avoir des problèmes de connaissances, ça c'est sûr. Et si on ne régule pas, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter un bateau qui fait n'importe quoi en haute mer, qui pêche n'importe quoi, qui relargue ce que vous voulez, du gasoil. On ne peut pas l'arrêter sauf à contacter l'état du pavillon dans lequel il est enregistré. Et souvent, ces bateaux-là ne sont pas enregistrés dans les états où le téléphone sonne, quoi. Une question de Marina. Qu'en est-il de l'extension des aires marines protégées? C'est vrai que lors du One Planet Summit, il y a eu des déclarations qui ont été faites, je crois, par rapport à la mission 30 du by 30, Conservatoire du littoral. Mais sur l'extension des aires marines protégées, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut être il y a plusieurs niveaux. un Il y moyen a de… le niveau français, Ouais. où là, il y a un vrai débat en disant il faut faire le président s'est engagé à faire des AMP, 30% du territoire maritime, Voilà, c'est ça. et 10% en stricte protection. Le débat, c'est qu'en fait, on veut que les façades maritimes françaises aient des aires marines protégées assez bien réparties et qu'on fasse pas plutôt une grande aire marine protégée au Kerguelen, dans l'océan Indien, et on fait 30% d'espace maritime français là-bas, et puis on est content. Non, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un réseau d'aires marines protégées, en fait. Il ne faut pas des grandes. Moi, je crois qu'il ne faut pas des grandes. Surtout en France, on ne peut pas faire des grandes parce qu'on est partout. On n'a pas beaucoup de place, comme les Américains. Et donc, on a une vision forcément où on doit faire avec. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment on fait un réseau d'aires marines protégées qui permet de protéger davantage les ressources et garantir de la pêche aux pêcheurs, etc. Ça, c'est un sujet majeur. Et puis, il y a une initiative internationale qui est de 30 by 30,
protéger 30% des océans d'ici 2030, Oui. qui va être poussé très fortement en Chine à la fin de l'année, dans la Convention sur la biodiversité, par les ONG, nous, Tara notamment, mais aussi pas mal de pays qui veulent absolument aboutir à ça, dont la France. Mais c'est un outil, à la fois c'est un outil qui paraît tellement évident, et on le voit bien que ça marche, hein, vous voyez ça, à Port-Cros, je prends toujours Port-Cros comme exemple, mais il y a la mer d'Iroise, c'est pareil en Bretagne, ou des îlots au large du Pacifique colombien qui ont été protégés. On voit une biomasse de requins, de poissons incroyable dans cet endroit-là. Donc ça fonctionne très très bien en fait. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, on essaie de prouver que ça a aussi un impact sur le climat. C'est-à-dire qu'une mer protégée stocke plus de carbone qu'une zone d'océan non protégée. C'est plus compliqué à démontrer, mais ce serait un levier important pour plaider pour, en tout cas. Donc, une question de Véronique. Que pensez-vous des récifs artificiels et plus précisément des musées sous-marins? J'en pense du bien. La récifs artificiels, il y en a beaucoup au Japon. On a été Alors, au si vous Japon pouviez avec me dire, Tara. alors moi, par contre, vous pouvez m'éclairer là-dessus parce que c'est vrai, je ne suis pas sur le sujet. Qu'est-ce Alors, qu'on appelle des récifs artificiels? le Japon pêche beaucoup dans ses eaux et donc Ouais, pour favoriser la reproduction des poissons, ils ont mis au fond de la mer des structures en béton de plusieurs formes. D'ailleurs, d'accord. Ouais. il y a un artiste que je vous recommande à Marseille, je crois qu'il est encore là-bas en ce moment à Marseille, au, au musée au FRAC à Marseille, Ouais. qui a fait une expo sur ces récifs artificiels d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Floch. Et ben, donc ils mettent ça au fond de la mer et ça fait des algues, ça fait des récifs en fait. Et les récifs, c'est des nurseries à poissons. Et donc ça fait une nurserie pour les pêcheries, et donc ça fait de la poisson, et ça fait des pêcheurs pour pêcher. Donc on fait ça beaucoup au Japon. Ils sont les champions de tout ça, les Japonais. Mais on développe ça sur d'autres endroits maintenant. Certains parlent aussi de pourquoi pas servir des structures d'éoliennes pour mettre en place des récifs artificiels qui feraient ça aussi. Voilà, donc il y a plusieurs débats sur ce sujet-là. Et la question, c'était quoi déjà? Est-ce que vous pensiez que c'était une bonne chose, ces récifs artificiels et les musées sous-marins? Bah, les musées sous-marins, je n'ai jamais vu encore. J'en ai vu des reportages. Ça a l'air très, 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 très beau en tout cas. J'ai vu des statues, je ne sais plus où c'est. Il me semble que c'est aux Canaries, je crois. Euh, c'est pas à partir du moment où ce qui est mis dans la mer, c'est inerte pour les écosystèmes. Et au contraire, que ça sert de substrat, tant mieux. Vous savez, les Bon, épaves sont des formidables, les épaves métalliques sont des formidables nurseries à espèces de poissons parce qu'en fait, le fer est indispensable à la vie. Donc, dès qu'il y a du fer, il y a de la vie qui arrive pour développer. une question qui nous ramène à l'ONU de Audrey. Que pensez-vous des négociations de la conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine qui sont en cours et qui devraient aboutir dans les prochains mois? Ça, c'est sur la haute mer, ouais. Ouais. On a parlé sur la haute mer. La biodiversité au-delà des juridictions nationales, donc au-delà des 200 000, des 300 km des côtes, 350 km des côtes. Est-ce qu'on va aboutir cette année? Je ne sais pas. Il y a 3 ou 4 pays qui sont contre, qui s'opposent à la contrainte, qui sont la Russie, la Norvège un peu, le Japon, la Chine. La Chine est pour. Voilà, et il y a aussi beaucoup de pays du Sud qui veulent en fait qui va en haute mer aujourd'hui? Qui va en haute mer aujourd'hui? Il y a 7 pays, 8 pays qui ont les moyens bateaux et le savoir-faire pour aller y prendre les ressources génétiques marines et le savoir-faire pour les transformer en médicaments, in fine, après un processus d'investissement et de maturation de la recherche. Et les pays en voie de développement n'ont pas cette capacité-là. Et donc, si on ouvre l'accès à la haute mer comme on demande tous les pays, là, et ben, nous, on veut une garantie qu'il y a un fonds qui va être créé qui permettra de financer la formation de nos équipes de chercheurs, de nous équiper, nous, les pays du Sud aussi, pour aller aussi profiter et bénéficier de cette manne, de ce potentiel richesse de la mer. Alors, ils ont bien sûr, la pêche est hors de ça. Hein. La pêche était sortie soigneusement par les Russes et par quelques autres pays. On parle que le poisson en tant qu'espèce, pas en tant que stock. Okay, vous voyez la différence? Son ADN, en fait. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un débat sur
quel est ce mécanisme qu'on mettra en place, comment on garantit que ce qui a été pêché au large de je ne sais pas où, en haute mer, a bien été pêché là et pas été pêché dans un pays, ou l'inverse. Parce qu'en fait, qui peut prouver que vous avez pris l'échantillon ou vous l'avez pris? C'est compliqué. Quand ça revient à la fin à une bactérie, c'est compliqué de prouver ça dans le temps. Je trouve que ça va prendre 10-15 ans à étudier. Donc, il y a pas mal de problématiques comme ça qui ne sont pas encore réglées, mais qui vont, on espère, donner lieu à un traité. C'est le seul traité négocié aujourd'hui à l'ONU, c'est important. Ça représente la moitié du globe en surface, donc on ne fait pas n'importe quoi comme traité. Et il vient compléter finalement le droit de la mer qui a été en 82, qui a été déployé en 82 et qui vient traiter finalement ce qui avait été oublié en 82. En 82, on avait géré la navigation, on avait géré la souveraineté des pays, on avait géré le fond marin parce qu'on pensait qu'il y avait beaucoup de ressources pétrolières et minières. Et on n'avait pas géré la colonne d'eau, on pensait qu'il n'y avait rien là-dedans. Et maintenant qu'on voit des gènes, il y a pas mal de ressources et de gènes et de potentiellement richesses. Voilà, donc c'est en train de compléter ça finalement. Et il y a beaucoup de pays du Sud qui pensent qu'il y a des milliards à se faire là, avec ces ressources-là. C'est un peu différent, la réalité est un peu différente. Alors, je suis vraiment désolée parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on doit terminer parce qu'on essaye de terminer à l'heure. Je vais vous remercier de votre présence parmi nous ce soir. Puis je vous remercie parce que je pense que vous êtes résolument optimiste, donc ça fait du bien. On n'a pas le choix. Vous savez, moi j'ai 2 enfants. J'ai pas le choix d'être optimiste en fait, d'être trouver des solutions pour améliorer ce qui se passe. Donc il faut être optimiste. On n'a pas de toute façon, on avance que si on voit le bien à moitié plein, hein. Ça c'est sûr. Hein. Quand on part à la guerre, on pense qu'on va la gagner, hein, la guerre. Sinon, on ne part pas à la guerre. Donc, c'est pas pareil. Et je vais vous souhaiter bonne chance dans vos Ça. engagements pour l'océan qui en a bien besoin. On l'a compris ce soir. Ce fut vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Écoutez, merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les expéditions scientifiques de la Fondation Tara, il y avait des questions, on n'a pas eu le temps de les poser. Je conseille bien sûr de visiter votre site qui est extrêmement bien fait, qui est très très riche. Il y a beaucoup de contenu. Il va changer dans 2 mois. Hein. Ah, dans 2 mois, il sera beaucoup mieux. Et puis, en fait, j'ai retrouvé dans mes étagères, parce que j'avais été vous voir en fait en 2012 à une exposition sur les quais de Seine. Alors, j'ai retrouvé ce livre qui est très beau. Et si certains d'entre vous ont l'occasion de l'acheter, parce qu'il est magnifique, il y a des photos absolument superbes. Donc voilà, un livre sur les expéditions scientifiques de Tara qu'on peut encore trouver. Voilà, moi, c'était l'exemplaire que j'avais acheté dans l'exposition. Et puis, vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous voulez continuer à discuter tranquillement. Hein, mais, Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis, au vu de l'intérêt qu'ont soulevé les 2 premières émissions sur la biodiversité, on va consacrer un 3e dialogue en fait sur ce thème au mois de juin avec comme invité une entreprise. Voilà, on est en train d'y travailler. Plus proche de nous, le 29 avril, je recevrai Isabelle Ferreras pour un tout autre thème puisqu'on parlera de l'ouvrage qu'elle a écrit avec Dominique Méda qui s'intitule « Le manifeste de travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer ». Donc, je pense qu'on aura un débat vraiment intéressant. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site, en podcast et bien sûr sur les réseaux sociaux. À bientôt et merci. À bientôt. Au revoir. Merci.